Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour cette présentation en direct consacrée au compte-rendu d'un rapport sur le lien que les jeunes Français entretiennent au livre et à la lecture. C'est une étude que le Centre national du livre, le CNL, a demandé à l'Institut de sondage Ipsos de mener. Et ce que l'on va vous présenter aujourd'hui, eh bien, ce sont les conclusions de cette étude, ses résultats, ses principaux enseignements. Voilà, sur la manière dont les jeunes Français lisent ou ne lisent pas ou lisent moins, la manière qu'ils ont de se rapporter à cette activité spécifique, ce qu'ils lisent, sur quelles recommandations, etc. Et puis peut-être aussi quelques conséquences à en tirer sur la question de l'action publique, des politiques publiques à mener en ce domaine. Pour cette présentation, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Régine Atchondo. Bonjour Régine. Bonjour. Vous êtes la présidente du Centre national du livre, le CNL, et c'est vous qui donc avez commandité cette étude pour le Centre national du livre. Et puis Étienne Mercier, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous travaillez pour l'Institut de sondage Ipsos, au sein duquel vous êtes le directeur du pôle opinion, donc c'est vous qui avez orchestré la mise en œuvre de cette étude. Cette rencontre, elle va durer 1 heure, voilà, d'abord 2 présentations que vous nous ferez tous les deux, et puis on réservera au sein de cette heure une vingtaine de minutes à vos questions, à vous qui nous écoutez. Donc voilà, pensez bien à les noter, à nous les adresser au fur et à mesure de la présentation, si des choses vous semblent peu claires ou si des points vous semblent intéressants à développer. Régine et Étienne pourront, à la fin de cette rencontre, vous répondre. Pour ouvrir la discussion, Régine Atchondo, je me tourne vers vous avec 2 petites questions préliminaires. D'abord, peut-être nous rappeler tout simplement qu'est-ce que c'est le Centre national du livre, quels sont ses rôles, ses missions, et puis deuxièmement, tout simplement, pourquoi ça vous a paru intéressant de commanditer cette étude, ce rapport. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation, cette ouverture. Alors, le Centre national du livre est l'établissement public du ministère de la Culture qui met en œuvre la politique en faveur du livre et de la lecture. Le livre est toute une filière que vous connaissez, qui part des auteurs, traducteurs, éditeurs, libraires, différents points de vente, toute une vie littéraire avec des festivals, des salons, des institutions qui se consacrent aussi à la mise en valeur de la lecture et de l'écriture. Et nous avons développé plus récemment d'ailleurs, nous avons renforcé plus exactement le pôle de lecture, parce que nous avions déjà mené des études, notamment sur le rapport des jeunes et la lecture. C'est notre 3e étude, la première a eu lieu en 2016, et on se rendait bien compte qu'on était sur une pente qui méritait toute notre attention, et aussi sur le fait qu'il fallait qu'on expérimente des actions pour donner envie aux jeunes de lire lorsqu'ils ont abandonné ou tourné le dos à cette activité. Alors au fond, le Centre national du livre aide toute la filière économique. Il est évident qu'on ne peut pas se désintéresser de l'acheteur de livres, à la fois sur un plan économique, et puis comme on le verra avec Étienne, le livre touche, et éventuellement le fait que certains jeunes s'en détournent est une problématique pour la filière économique du livre à 10 ans, je dirais à 5-10 ans, mais au fond, c'est une problématique sociétale au sens large, qui embrasse donc beaucoup plus largement la seule économie du livre. Oui, vous le disiez, la toute première étude, elle datait de 2016, oui. C'est ça. La précédente, 2022. Donc c'est tout récemment. Juste une petite précision, qu'est-ce qui fait, est-ce que ce sont les résultats qui étaient apparus en 2022 qui a fait que 2 ans plus tard seulement, vous vous dites, là, il faut refaire un sondage sur l'état des lieux 2 ans après? Lors des premières études, on s'est dit que de toute façon, cette étude-là, et en particulier, effectivement, lorsque nous avons eu les résultats de 22, on s'est dit qu'on allait la faire tous les 2 ans. Donc on pourra se retrouver dans 2 ans, même jour, même heure, avec les nouveaux résultats de l'étude. Et 1 année sur 2, nous faisons les jeunes et la lecture, donc 7-19 ans. Et l'année suivante, donc l'année prochaine, nous faisons les Français, toujours avec Ipsos, les Français et la lecture. Et donc là, on embrasse toutes les générations. Oui, donc ça permet aussi d'avoir au fil du temps des éléments de comparaison, notamment sur l'évolution, qui est l'un des points tout à fait assez importants des conclusions qu'on va pouvoir découvrir avec vous, Étienne Mercier. Je me tourne vers vous pour que vous puissiez tout simplement nous présenter les principaux résultats, les enseignements
de cette étude que vous avez donc dirigée au sein de l'Institut Ipsos. Oui, mais je vais le faire. Avant de commencer, je voulais juste quand même rappeler que c'est un dispositif qui est assez unique. Assez unique parce que, comme le disait Régine, on a un recul depuis 2016. On mesure aujourd'hui tout ce qui se passe dans le domaine de la lecture des jeunes depuis 2016, et ça, c'est rare, et ça nous permet d'avoir vraiment des enseignements extrêmement intéressants sur ce qui est en train de se passer, et puis aussi parce qu'il dresse un panorama vraiment global de la situation. Pas seulement sur les temps de lecture, mais aussi sur les goûts des jeunes, sur comment ils lisent exactement, quel est l'impact des écrans sur leur temps de lecture, comment ils vont choisir leurs livres, quels sont les genres littéraires qu'ils apprécient, quel est le rôle des parents aujourd'hui tel qu'ils le perçoivent eux, dans la prescription de livres. C'est donc un outil très global dont je vais vous présenter là les principaux enseignements. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu tout montrer, mais j'invite nos téléspectateurs et auditeurs à aller voir l'ensemble des résultats parce que c'est véritablement passionnant. Je rentre dans le vif du sujet avec une petite minute technique, mais qui est indispensable pour rappeler quand même que voilà, s'il est aussi intéressant, si cette enquête est aussi intéressante, c'est parce que on interroge des jeunes, mais en très grand nombre, 1500 personnes, 1500 jeunes âgés de 7 à 19 ans, avec un échantillon qui est représentatif en termes de quotas sur le sexe, l'âge, la région, la catégorie d'agglomération, mais aussi la profession des parents. Et ce qui est essentiel dans ce dispositif, c'est que on parle des jeunes, mais vous allez voir finalement, les jeunes, c'est comme tout, il y en a plein de différentes sortes, et ça permet d'avoir des analyses extrêmement intéressantes à la fois sur le sexe, sur l'âge. On ne lit pas de la même façon à 7 ans qu'on lit à 16 ans. On n'a pas les mêmes temps de lecture, on n'a pas non plus les mêmes appétences, de même qu'on voit à quel point, vous allez le voir, la catégorie socio-professionnelle des parents joue aussi, et bien sûr l'âge. Donc voilà, je vais rentrer dans le vif du sujet. L'intérêt du dispositif, enfin, c'est ça, c'est le fait qu'il soit très récent, puisque les dates de terrain, le terrain a lieu entre le 25 janvier et le 2 février. Ce qu'on vous livre, c'est pas des chiffres qui ont été mesurés il y a 1 an ou 2, c'est quelque chose qui est extrêmement chaud, j'ai envie de dire. Alors, les premiers indicateurs qui nous intéressent, c'est finalement la lecture des jeunes de manière générale, et surtout, finalement, à quel point ils lisent. Alors, d'abord pour le travail, dans le cadre de l'école, comment est-ce qu'aujourd'hui ils lisent? Et là, j'ai envie de dire, déjà, les chiffres sont un petit peu préoccupants, puisque vous le voyez, depuis 2016, on a une diminution, une érosion de la proportion aujourd'hui des jeunes qui lisent dans le cadre de l'école. On était à 90% en 2016, on est passé à 86%, on est maintenant à 84%. Ce sont des chiffres qui sont là aussi assez préoccupants, à savoir que l'école arrive plus tellement à réussir à faire lire tous les enfants, ça reste une majorité, gardons quand même ce chiffre positif-là, mais il y a quand même un souci là-dessus, avec même 16% des jeunes qui ne lisent pas du tout pour l'école ou pour le travail. Vous voyez ce que ça donne. Et puis, quand on va sur la tranche des 16-19 ans, c'est 1 jeune sur 3 qui nous avoue ne plus lire du tout. Alors, quelles en sont les causes? Ça, c'est quelque chose qui mériterait encore un approfondissement qu'on fera peut-être prochainement pour voir pourquoi on en est là. Mais vous le voyez, c'est déjà assez problématique. Sachant que quand vous regardez ces chiffres, les 16-19 ans, vous voyez, à 13-15 ans, on est encore à 94% à lire pour l'école. On a une chute de 30 points chez les 16-19 ans qui passe seulement à 64%. Et ce chiffre est en aggravation cette année par rapport à 2022. On perd 7 points sur la proportion des jeunes, donc de 16 à 19 ans, qui lisent dans le cadre de l'école. Dans le cadre des loisirs, ça reste plutôt stable. Alors, on avait eu une petite évolution entre 2016 et 2022 qui était plutôt positive, qu'on attribue en partie peut-être à l'effet Covid, c'est-à-dire qu'il y aurait eu une augmentation du niveau de lecture loisirs entre 2016 et 2022 à cause des périodes de confinement. Le fait est que là, quand on regarde les chiffres, la période de confinement, elle ne s'est pas cristallisée dans le temps, et on voit bien qu'on est plutôt en phase de redescente, avec même 1 jeune sur 5 et 38% même des 16-19 ans qui nous disent ne pas lire du tout dans le cadre des loisirs. Vous voyez, là, on arrive quand même sur des proportions en termes de population qui sont extrêmement importantes. Et si vous regardez là le chiffre, l'évolution sur ce qui se passe sur les tranches d'âge, on est encore à 93% à lire quand on a entre 7 et 12 ans. On reste à 80% entre 13 et 15 ans, mais déjà, vous le voyez, il y a une chute dès l'âge de 13 ans dans le domaine de la lecture loisir. Et quand on est entre 16 et 19 ans, là, il y a une chute qui est drastique, qui est de presque 20 points. Encore une fois, avec une aggravation cette année par rapport à 2022, les 16-19 ans lisent encore moins qu'en 2022. Donc là, il y a vraiment, pour le coup, un souci à se faire.
Quand on regarde comment ça se passe sur le sexe et l'âge, vous voyez, si on prend le sexe et l'âge, on voit bien que sur la lecture école, ça c'est très stable finalement entre 7-9 ans et 13-15 ans. L'école arrive à bien maintenir, j'ai envie de dire, un niveau de lecture très élevé, aux alentours de 93-94%. Et quand on arrive à 16-19 ans, on a des chutes extrêmement importantes du niveau de lecture pour l'école. Surtout, vous le voyez encore plus chez les garçons, qui sont plus que 59% à lire quand ils ont 16-19 ans, alors qu'ils étaient 94% quand ils avaient entre 13 et 15 ans. On va voir qu'on a des clés d'explication de cette baisse drastique, mais c'est un peu pareil pour la lecture loisir. Vous voyez que sur la lecture loisir aussi, la courbe est plus douce, mais on en arrive quand même à des niveaux de lecture loisir qui chutent de façon extrêmement importante. Et si vous regardez là encore les garçons, puisque ce sont les garçons qui sont les plus problématiques sur ce sujet-là, on passe de 89% des 10-12 ans qui lisent dans le cadre de loisirs à seulement 50% des 16-19 ans qui font de même. Et là encore, une grosse chute chez les garçons de 16-19 ans de moins 15 points par rapport à 2022. Il y a donc des phénomènes qui se sont véritablement aggravés entre 2022 et 2024 et ils ont été extrêmement violents. Et derrière, on en arrive. Alors, vous me voyez venir. Première feuille du millefeuille, on a des jeunes, une proportion de jeunes qui lisent moins, mais en plus, on a des jeunes qui lisent moins longtemps. Aujourd'hui, le temps de lecture quotidien, il est de 19 minutes en moyenne. On perd 4 minutes par rapport à 2022. Si on regarde sur une semaine, c'est 33 minutes en moins. Et là, vous voyez qu'on commence à avoir des différences extrêmement importantes entre les garçons et les filles, puisqu'on a 6 minutes de différence. Les filles lisent plus que les garçons. Elles sont plus nombreuses à lire, mais elles lisent aussi plus longtemps. Et quand on regarde sur les âges, ce 19 minutes, en fait, il cache des réalités assez préoccupantes. Quand on a entre 7 et 12 ans, on lit encore 23 minutes par jour. Mais quand on a entre 16 et 19 ans, on chute à 12 minutes, on perd presque 10 minutes, on ne lit en fait presque plus. Là encore, quand on est issu des catégories socio-professionnelles favorisées, eh bien on lit un petit peu plus que quand on est issu des catégories socio-professionnelles plus fragiles. Vous voyez, il y a un différentiel, 23 minutes pour les CSP+, 15 minutes pour les CSP-. Là encore, c'est un sujet qui est problématique. Et dans le même temps, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les jeunes, ce sont eux qu'on a interrogés, nous avouent aujourd'hui consacrer 3h11 par jour aux écrans. Et avec là, un différentiel qui est extrêmement important quand on regarde comment ça se passe sur les âges, 2h03 déjà chez les 7-13 ans, c'est déjà beaucoup. Par jour. Par jour. On passe à 2h55 chez les 13-15 ans pour aller jusqu'à 5h10 auprès des 16-19 ans. Alors, on ne peut pas faire le lien immédiat en disant c'est de la faute des écrans. Il y a quand même là-dessus un effet écran. Tout ce temps-là qu'il passe aujourd'hui sur les écrans et qui est un temps extrêmement important, eh bien c'est un temps qui ne passe pas par définition à lire. Et quand on regarde là encore ce qui se passe chez les filles et les garçons, c'est assez intéressant. Chez les filles, j'ai envie de dire, on a un temps d'écran qui reste assez stable assez longtemps, assez élevé vite d'ailleurs, mais qui reste assez stable de 7 finalement à 15 ans, avant d'exploser à 5h10 quand ils ont entre 16 et 19 ans. Et le temps de lecture diminue doucement, tout le temps, mais doucement. Elles lisent toujours plus que les garçons en termes de temps, mais vous voyez, le temps diminue de 3 minutes, 4 minutes par tranche d'âge. Chez les garçons, ça se maintient jusqu'à 15 ans, et après 15 ans, c'est la chute drastique. On passe de 17 minutes d'un temps de lecture moyen à 7 minutes. Et j'en ai quand même envie de faire ce raccourci-là, mais de vous montrer ce chiffre-là, c'est qu'in fine, quand on regarde le temps consacré à la lecture et le temps consacré aux écrans, on a 10 fois plus de temps accordé aujourd'hui aux écrans qu'à la lecture. Et je reviens sur nos 16-19 ans, c'est encore plus grave, puisque nos 16-19 ans, ils font du 7 minutes de lecture pour un 5h10 de temps d'écran. Donc là, vous avez une amplitude qui est encore beaucoup plus importante. Le temps de lecture diminue, mais j'ai envie de dire aussi, la qualité du temps de lecture commence à poser problème. Quand on leur demande, quand vous lisez, est-ce que vous faites d'autres choses comme envoyer des messages, regarder des vidéos, c'est-à-dire utiliser des écrans, on s'aperçoit qu'entre 2022 et aujourd'hui, là, il y a encore une aggravation des comportements.
En 2022, chez les 7-19 ans, on avait 26% qui disaient regarder des vidéos en même temps qu'ils lisent. On passe à 34%. C'est des évolutions de plus de 8 points. Aller sur les réseaux sociaux, on passe de 25% à 31%. Parler au téléphone, 28%. Jouer à des jeux vidéo, on passe de 19% à 27%. Ce sont des évolutions qui sont extrêmement fortes et aujourd'hui, en fait, on a quasiment un jeune sur deux qui fait autre chose en même temps qu'il lit, sachant qu'il lit moins et qu'ils sont moins nombreux aussi à lire. Et vous le voyez, c'est une évolution qui est assez préoccupante parce qu'elle prend 5 points. Et puis quand on regarde sur les âges, ça se tient encore jusqu'à 10-12 ans. Ça explose honnêtement dès 13-15 ans, puisque c'est 52% des jeunes qui font quelque chose en même temps, enfin qui utilisent des écrans en même temps qu'ils lisent. Et on passe même à 69% chez les 16-19 ans qui lisent donc le moins. Comment voulez-vous lire bien si en même temps, quelque part, vous allez sur TikTok ou YouTube regarder des vidéos? C'est un des phénomènes, je trouve, extrêmement préoccupants de cette enquête. Alors, dans le même temps, puisqu'ils sont plus digital, plus numériques, eh bien, le support digital de lecture progresse. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a 44% des jeunes qui nous disent lire des livres numériques. Donc, la nouvelle est plutôt bonne. Est-ce qu'on a un transfert du livre papier vers le livre numérique? Là, l'avenir nous le dira, mais je suis, moi, peut-être plus pessimiste que ça, sachant que c'est une progression qui est extrêmement importante entre 2022 et 2024. On gagne 11 points sur le support digital pour lire des livres. Et qu'on voit quand même que ce sont essentiellement des lecteurs, enfin ce sont plus des lecteurs de manga qui ont progressé sur le livre digital. De la même façon, c'est aussi une progression qui est plus importante sur les 16-19 ans, c'est-à-dire ceux qui lisent le moins. Il y a donc un transfert quand même qui est en train de se faire entre le papier et le digital, probablement chez les 16-19 ans. Le livre audio progresse lui aussi, hein, son score a presque doublé par rapport à 2016, c'est plus 21 points, donc il ne cesse de progresser avec aujourd'hui 42% des jeunes qui nous dit avoir déjà écouté un livre audio. Alors, la lecture des jeunes dans le cadre loisir, comment ça fonctionne? On s'est intéressé à savoir comment finalement, dans le livre loisir, comment est-ce qu'ils choisissaient, comment ils lisaient, comment ça se passait. Et on s'est intéressé bien sûr aux genres qu'ils pouvaient lire. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que dans les genres qu'ils lisent, on a finalement la continuation de ce qu'on mesure avec Régine et le CNL depuis 2016, à savoir une prééminence de la bande dessinée qui reste à un niveau extrêmement fort. C'est le genre le plus lu, 55%. Derrière, les mangas, 47%, avec une progression de 7 points. Il faut savoir que si on cumule BD, manga et comics, on a une progression de 4 points depuis 2022 et de 13 points depuis 2016. C'est donc une tendance extrêmement forte. Sachez que sur 5 livres lus au cours des 3 derniers mois, il y en a 3 qui sont un manga. Et quand on va sur la tranche des plus de 13 ans, c'est même les 3/4 des livres qui sont lus aujourd'hui sont des mangas. Donc il y a une grosse prééminence des mangas aujourd'hui des BD. Mais il y a des genres qui font de la résistance. Le roman, alors il perd 3 points, mais reste quand même à un niveau assez élevé, 43%. Vous pouvez voir aussi que tout ce qui est documentaire et encyclopédie progresse aussi. Il y a un intérêt pour ce type de support qui est relativement fort. J'ai vu aussi, moi j'ai pu remarquer que tout ce qui est témoignage et histoire de vie progresse, 16%, vous le voyez, et c'est un plus 4 points. Il y a donc des genres littéraires, au-delà de la BD, du manga ou des comics, qui font de la résistance et qui progressent auprès des jeunes. C'est une bonne nouvelle et c'est quelque chose qu'il faudra, à mon avis, pousser. Ce qui est intéressant, c'est de voir les différences entre les garçons et les filles là-dessus. Alors on a pris le top 3, on s'est intéressé au top 3 et les choses sont toujours un petit peu genrées quand même, hein. Quand même ça reste très genré. Vous avez les jeunes filles qui sont plus sur les romans, c'est le genre le plus lu, même si les albums de bande dessinée sont juste derrière, c'est assez symbolique, et les mangas à 40%. Et pour les garçons, là pour le coup, c'est bande dessinée, manga et les romans sont derrière. On a donc finalement un petit peu une inversion. Les romans en premier chez les filles, les romans en dernier chez les garçons. On parle là d'un top 3. Il y a quelques différences, elles ne sont pas non plus toujours aussi marquées que ça. Et puis, il y a ce qui se passe sur les âges. Sur les âges, c'est assez amusant de voir que quand on a des choses comme les BD qui sortent très fort dès qu'on a 7-9 ans, elles sont à un niveau assez fort. Derrière, il y a les livres illustrés et les albums de jeunesse qui sont à 59%, vous le voyez aussi, beaucoup lus par les 7-9 ans, mais qui sont rapidement détrônés dès qu'on a 10-12 ans par les mangas, qui font une entrée fracassante dans le classement et qui resteront d'ailleurs quasiment jusqu'au bout. Quand on a 13-15 ans,
le roman revient. On expliquera pourquoi le roman revient, qu'est-ce qui fait que le roman aussi aujourd'hui est lu, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Là encore, il faut quand même, il y a des choses suffisamment négatives dans cette enquête pour souligner aussi tout ce qu'il peut y avoir de positif. Encore une fois, le roman fait de la résistance, surtout auprès des 16-19 ans, où il est aujourd'hui le genre le plus lu, devant même à 57%, devant les mangas, vous voyez, à 39%, ou les albums de bande dessinée à 30%. Alors, en termes de romans, je vais aller très très vite là-dessus, on a fait un petit focus d'ailleurs sur les romans. Moi je suis étonné, et je suis d'ailleurs aussi agréablement surpris par la diversité de ce qu'ils lisent. Beaucoup de romans d'aventure, 43%, même s'il est un petit peu en déclin. Livres de science-fiction, vous verrez qui sortent très très fort dès qu'on a 13 ans, avec une petite chute de 9 points, et une progression très forte des romans sentimentaux et d'amour, plus 9 points, qui restent à un niveau extrêmement important. Les livres policiers et d'espionnage aussi, qui sont à un niveau assez important, 31%, et les livres humoristiques à 29%. Je crois d'ailleurs que c'est plus le fait des garçons que des filles. Mais c'est intéressant de voir à quel point il y a quand même une diversité dans ce qu'ils peuvent lire aujourd'hui. Là encore, c'est un petit peu clivé. Chez les garçons, en premier, les romans d'aventure, 55%, devant les livres de SF et les livres humoristiques. Et pour les filles, c'est plus les romans sentimentaux et d'amour. On a envie de dire, on aimerait que les parents aussi dégenrent un petit peu la façon dont ils conseillent leurs enfants sur les livres, parce que les filles sur les romans d'amour et les garçons sur les romans d'aventure, on aimerait que ça change un petit peu plus, même si derrière, les romans d'aventure sont assez présents dans le choix des filles, puisqu'ils arrivent en troisième, vous le voyez, à 35%. Je vais très très vite là-dessus, sur les types de livres les plus lus, c'est assez intéressant de voir que le roman d'aventure est un genre qui est apprécié très longtemps, c'est-à-dire par les 7-9 ans, très fort aussi par les 10-12 ans, parce que vous voyez, c'est aussi leur type de roman préféré, et encore une fois, par les 13-15 ans, même si un petit peu à un moindre niveau, à 41%. Et puis on voit, dès l'âge de 10 ans, sortir une catégorie qui va rester jusqu'au bout, qui sont les livres de science-fiction, vous voyez, très fort chez les 10-12 ans, en deuxième place, à 42%, assez très fort chez les 13-15 ans, puisqu'il prend la première place à 44%, et puis chez les 16-19 ans, même, il reste à 42%. Il y a quelque chose qui est très intéressant là-dedans et dont je n'ai pas parlé avant, c'est l'irruption extrêmement importante de la dark romance. La dark romance, dans les genres préférés, elle est sortie pour la première fois, je ne vous l'ai pas montré, à 17%. Là, vous le voyez, chez les 16-19 ans, c'est aujourd'hui le troisième genre de roman préféré de ces ados, et c'est une irruption très très forte et très importante, et qu'il faudra, peut-être dont il faudra discuter. Sur le mode de procuration et de prescription des livres, c'est assez intéressant de voir qui conseille les jeunes aujourd'hui dans les livres. Alors, c'est d'abord la famille. 53% des jeunes nous disent ceux qui me conseillent des livres, c'est d'abord ma famille. Et moi, ce que je trouve très intéressant à voir là-dedans, c'est finalement toujours la différence qu'il peut y avoir entre les mères et les pères. Finalement, aujourd'hui, qui conseille le plus de livres, c'est les mamans. 38%, les pères sont loin en fait, ils sont à 23%, ils sont derrière les amis, ils sont derrière même soi-même. Il y a des questions là aussi qui se posent, mais on va voir aussi que les pères lisent beaucoup moins que les mères, donc ça explique en partie les choses. Le libraire est beaucoup plus loin, à 8%, et l'instituteur, vous le voyez, le professeur est à un niveau aussi important, assez important, puisqu'il est à 21%. Il n'est pas dans les premiers, mais il reste là très présent. Ce qui est intéressant à voir, moi je trouve, c'est que comment est-ce qu'ils choisissent un livre au final? Et là, il y a plusieurs enseignements que je trouve très intéressants. Ce qui sort en premier, c'est parce qu'un ami, un proche te l'a conseillé. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les jeunes parlent de littérature, disent « lis ce livre, il est vachement bien, moi j'ai adoré ». Donc ça, c'est quelque chose qui est positif. Il y a aussi des arguments quand même très marketing dans leur choix. C'est parce que la couverture du livre t'a plu, 40%, c'est le deuxième critère le plus choisi. Ou parce que le résumé du livre t'a plu, ça sort à 39%, c'est un niveau assez élevé. Et puis, il y a, j'ai envie de dire, un retour de l'écran qui aussi permet à pas mal de jeunes aujourd'hui de choisir leur livre. Moi, je suis assez intéressé de voir qu'ils nous disent à 33%, choisis un film parce que j'ai vu le film, la série ou le dessin animé et que ça m'a donné envie. Quelque part, j'ai envie de dire, c'est là où il y a peut-être quelque chose à jouer. L'écran donne aussi envie de lire et il y a peut-être quelque chose à pousser pour que ce temps d'écran soit utilisé. Et de la même façon, vous voyez que Internet sort aussi
très très fort, puisqu'aujourd'hui, 33% des jeunes choisissent un livre après en avoir entendu parler sur Internet. C'est quelque chose qui est relativement modéré jusque quand on a 13 à 15 ans, mais quand on a 16 à 19 ans, vous voyez, ça passe à 57%. Et Internet, les écrans deviennent aussi quelque part un prescripteur de littérature. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à jouer là-dessus dans la façon dont les jeunes lisent? J'aimerais vous passer le prochain diapositive, mais je n'ai plus de signal. Le signal va revenir. Non, sinon, je vais essayer de le faire sans signal et vous dire qu'aujourd'hui, quand même, dans ce qu'on voit, on a... Laissez-moi retrouver mes pages, je vais y arriver. On a aujourd'hui, c'est aussi la bonne nouvelle, 45% des jeunes qui... 45... On va y aller. 45% des jeunes, excusez-moi, hein, on vous en prie, c'est les aléas de la technique, qui déclarent acheter des livres au moins une fois par mois. C'est une bonne nouvelle. Ce qui est intéressant de voir, c'est que de plus en plus, en fait, beaucoup vont sur l'occasion. 57% aujourd'hui des jeunes nous disent qu'ils achètent leurs livres d'occasion. Hein, ça arrive devant les livres neufs. Et puis, Internet, qui est aujourd'hui 60% des jeunes achètent leurs livres par Internet, devant les grandes surfaces qui sont à 50%, et les libraires qui sont à 35%. Il y a un lien entre cet achat de livres d'occasion aussi et cet achat via Internet, puisqu'on peut aussi acheter par Internet pas mal de livres d'occasion. Sur la place des livres dans l'enfance et le rôle des parents, là je pense que cette enquête apporte des enseignements là aussi extrêmement intéressants. D'abord, rappeler aux parents que le fait de lire des histoires aux enfants est quelque chose qui est aimé, voire adoré pour beaucoup. C'est une source de plaisir et c'est une source de nostalgie. Vous voyez aujourd'hui, vous avez 93% des jeunes qui disent « Moi, j'aime bien quand mes parents me lisent des histoires, me racontent des histoires. » Et vous avez même 1 sur 2 qui vous dit « J'adore ». Et je pense qu'il faut garder ça à l'esprit, le redire aux parents, lire des esprits, lire des histoires, c'est pas seulement ancrer les enfants dans la lecture et dans la littérature, c'est aussi leur donner envie, leur fait vivre des grands moments de nostalgie. Et ce que je trouve intéressant, c'est que même s'ils ne sont pas beaucoup, vous voyez, même les 16-19 ans auxquels aujourd'hui les parents racontent encore des histoires, vous voyez à quel point c'est encore adoré ou extrêmement apprécié. Et pour ceux qui ne se font plus lire des histoires, qui sont les 93% d'à côté, qui nous disent j'adorais ou j'aimais bien, vous voyez aussi à quel point c'est quelque chose qui relève de la nostalgie chez ces enfants-là. Il y a quelque chose à jouer, là encore, sur la passation, j'ai envie de dire, de l'envie de lire, de l'amour de la lecture par le fait de lire des histoires. Mais il y a aussi quelque chose qui se joue sur l'exemplarité. On a aujourd'hui 18% des jeunes qui nous déclarent qu'aucun de leurs parents ne lit de livres, et c'est un chiffre qui est en progression de 5 points. C'est extrêmement important. Ceux qui lisent dans les parents, ce sont les mères, vous le voyez, à 78%, avec même 37% des enfants qui disent oui, ma mère, elle lit souvent. Quand on regarde par rapport au père ce qui se passe, c'est seulement un enfant sur 2 qui vous dit « mon père lit », et vous le voyez, c'est le plus souvent de temps en temps. Là encore, c'est un chiffre qui est préoccupant de la part des pères. Ils ont pour le coup une véritable responsabilité et un rôle à jouer, que ce soit dans la prescription, que ce soit dans l'achat, on voit bien qu'ils sont en retrait, mais aussi dans l'exemplarité. Et ce qui moi, me consterne et m'ennuie un petit peu dans ces chiffres, c'est le fait que, vous le voyez, les parents lisent de moins en moins. 93 pour les gamins, nous disait en 2016, à 93%, mes parents lisent. On est passé à 87% en 2022 et à 82% en 2024. Cette érosion est préoccupante parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'exemplarité et qu'on peut faire la leçon aux enfants sur les écrans. Il y a peut-être aussi beaucoup à faire la leçon aux parents sur les écrans. Sur les goûts, les motivations et les freins des jeunes à la lecture, là aussi, il y a des choses très intéressantes et aussi assez positives parce que quand on leur demande au cours de cette année, est-ce que tu as fait les choses suivantes ? Parler à tes amis ou à des personnes d'un livre que tu as aimé, c'est 75% des jeunes qui vous disent les livres, j'en parle. C'est aussi le livre, c'est quelque chose que l'on conseille parce qu'on l'a beaucoup aimé à des amis ou à quelqu'un de sa famille. C'est 68% des jeunes aussi qui nous disent moi j'ai conseillé des livres à quelqu'un de ma famille. On relit des livres aussi qu'on a aimés et je trouve ça aussi assez positif. 65% des jeunes qui nous disent je relis. Faut pas le voir comme quelque chose de négatif à mon avis, mais comme
un véritable amour des livres qui ont pu nous marquer. 64% aussi qui affirment qu'il leur est arrivé au moins une fois de ne pas pouvoir lâcher un livre parce qu'ils étaient complètement pris par l'histoire. On voit donc qu'il y a des motifs d'accrocher les jeunes. Je veux dire, c'est un motif de passion, le livre. Et je trouve, moi, ces chiffres qui me laissent à penser qu'on peut être optimiste quand même sur un nombre de choses. Et puis, le livre est aussi un objet de prêt, puisque 55% des jeunes donc de 7 à 19 ans nous disent je prête des livres aussi. Ça veut dire qu'on en discute, qu'on conseille et que c'est un objet finalement de discussion sociale. Et quand on leur demande finalement pourquoi tu lis les livres dans le cadre de tes loisirs, je trouve aussi très intéressant de voir que c'est la dimension plaisir qui sort en premier à 47%, la détente à 42%, l'évasion, le rêve à 39%, et quelque part l'occupation, le fait de lire pour s'occuper, arrive bien plus loin, et puis parce qu'on t'y oblige, arrive en dernier, 10%. Donc j'ai envie de dire que pour ceux qui sont aujourd'hui des lecteurs loisirs, il y a une dimension plaisir, détente, apprentissage, qui est aujourd'hui, je trouve, un motif d'espérer. Même si, je vous dis tout ça, mais j'ai aussi quand même des motifs d'inquiétude, c'est quand finalement on demande aux jeunes pourquoi tu ne lis pas de livres à ceux qui ne lisent pas. Et là, je trouve que les arguments, moi, je trouve, sont assez préoccupants parce que 39% nous disent en premier, c'est parce que je préfère faire d'autres activités. Je ne vais pas dénoncer les écrans, mais c'est probable que ces activités, c'est en partie les écrans. Le deuxième argument, c'est parce que ça ne m'intéresse pas de lire. Et le troisième, c'est parce que tu as du mal à te concentrer. Il y a là des arguments contre lesquels, à mon avis, il n'est pas aisé de lutter. Il va falloir véritablement réfléchir pour aller rechercher ces jeunes qui aujourd'hui sont des non-lecteurs, pour les ramener vers la lecture loisir. Et chez les lecteurs loisirs, c'est pas non plus, c'est un peu aussi préoccupant parce que c'est aussi l'idée que, d'accord, je lis, j'aime lire pour mes loisirs, mais pourquoi je lis pas plus ? C'est parce que je préfère faire d'autres activités, parce que j'ai pas le temps, c'est la deuxième réponse qui nous est donnée à 28%, et ça ne t'intéresse pas de lire plus à 16%. Donc c'est pas forcément évident pour trouver les mécanismes qui vont amener à faire relire des jeunes qui ne lisent plus, ou à faire lire plus des jeunes qui aujourd'hui lisent. Et je vais finir avec ce chiffre-là. Aujourd'hui, on a 19% des jeunes qui n'aiment pas trop lire ou qui détestent lire. Et c'est un chiffre qui est, alors on pourrait se dire, ouais, c'est pas tant que ça, c'est un jeune sur 5. Et c'est un chiffre qui est en progression de 3 points. Et puis surtout, ce chiffre, moi, il m'inquiète, mais on retrouve finalement là tous les résultats de l'enquête, c'est qu'il est en augmentation avec l'âge. Il est de 10% seulement quand on a entre 7 et 12 ans. Il passe à 21% quand on a entre 13 et 15 ans. Et il explose, j'ai envie de dire, à 31% quand on a entre 16 et 19 ans. Et là encore, cette année, par rapport à 2022, les résultats sont encore plus préoccupants parce qu'on est en progression de 10 points. Alors je voudrais quand même finir avec une note positive, c'est de dire quand même qu'on a 81% des jeunes qui nous disent encore « j'adore » ou « j'aime bien lire ». Ceux-là aussi, il faut les aider, il faut les pousser, il faut être exemplaire dans nos comportements et il faut les conseiller et les amener à continuer à lire et à lire plus. Voilà sur ce que je pouvais dire très rapidement des résultats. Merci beaucoup Étienne pour cette présentation. On voit c'est en effet très riche cette étude, c'est très précis, très détaillé sur certains points. Et alors évidemment il y a le jeu du verre à moitié vide ou verre à moitié plein. Il y a des choses qui sont alarmantes, mais on peut aussi lire certains résultats comme des éléments positifs. Vous finissiez sur une note un peu positive. On va essayer de déplier un peu tout ça ensemble. Je voudrais juste rementionner quelques points forts de la présentation que vous nous avez faite pour qu'on puisse s'appuyer dessus pour discuter dans un deuxième temps. Donc le premier élément, c'est le temps consacré à la lecture dans le cadre des loisirs, donc pour le plaisir hors obligation scolaire. Pour ce qui est des grands adolescents notamment, qui est l'un des points, on l'a bien entendu, assez fort de cette étude, un jeune de 16-19 ans sur 3 ne lit pas du tout dans le cadre de ses loisirs. Le deuxième point qui était très frappant dans ce que vous venez de nous présenter, c'est le rapport entre le temps passé sur les écrans et le temps passé avec un livre entre les mains en train de le lire. En moyenne, les jeunes passent 10 fois plus de temps sur les écrans qu'à lire des livres. 3h11 quotidiennes en moyenne, toutes catégories d'âge confondues, c'est ça ? Ouais, sachant qu'en plus, faut être honnête, c'est eux qui nous disent
on sait très bien que le temps d'écran, il est un peu sous-estimé. On le sous-estime tous d'ailleurs. Oui, c'est très difficile d'évaluer son temps d'écran. Pour un jeune, il est sous-estimé. Et est-ce qu'ils n'ont pas en même temps un petit peu tendance à surestimer le temps de lecture parce que c'est un temps plus difficile pour certains d'entre eux? Je pense que c'est à minima, ce rapport de 1 pour 10, c'est un rapport à minima. Et ça m'invite à vous poser une petite question. Je voulais vous demander de préciser juste en quelques mots. Ces études, vous nous avez dit un panel de 1500 jeunes. Comment ça se passe très concrètement? C'est des jeunes qui sont interrogés au téléphone. Pour les plus petits, ils sont en présence d'un adulte, d'un parent. Comment ils sont interrogés par Internet. Et puis, pour les plus petits, on a un module qui est là pour les aider, pour ceux notamment aussi qui peuvent avoir des difficultés avec la lecture, qui va leur lire les questions. Les questions sont rédigées de façon relativement simple, on pourrait revenir sur le questionnaire, mais adaptées aussi selon les tranches d'âge. Et donc vous avez ce module qui va leur lire les questions et qui va permettre à chacun de comprendre, parce que tout le monde n'a pas la même appétence ou les mêmes capacités pour la lecture. Donc c'est quelque chose qui est adapté. Notre échantillon, il ne faut pas l'oublier, il est représentatif de la population des 7-19 ans. Ce n'est pas juste 1500 7-19 ans qu'on a été comme ça chercher, il est représentatif, ce que je vous dis en termes de sexe, d'âge, de catégories socio-professionnelles, des parents, etc. Ah oui, bien sûr. Je reprends les points forts de cette présentation, ce qui m'a semblé particulièrement frappant dans ce que vous avez dit. Dans le cadre toujours de la lecture loisir pour le plaisir, la place très très importante occupée par les BD et les mangas notamment, de plus en plus plébiscités. Là encore, on peut comparer avec les dernières études, c'est ça qui est très intéressant. 3/4 des lectures personnelles des garçons de 13-15 ans sont des mangas, c'est ce que vous nous avez dit. Oui. Mais le roman n'a pas dit son dernier mot. Il reste en bonne place malgré tout dans les lectures chez les jeunes gens. 4e point important, la progression de la lecture sur support numérique. Aujourd'hui, près d'un jeune sur 2 a déjà lu un livre sur un écran. Donc ça fait vraiment partie aujourd'hui des outils que les jeunes utilisent. Et particulièrement sur smartphone. C'est un point intéressant à noter. Pas tant la tablette que vraiment le téléphone qu'on retrouve décidément partout. La place très importante aussi d'Internet et des réseaux sociaux dans la prescription, dans ce qui conduit les jeunes vers la lecture. Et puis, dernier point que je trouve intéressant de relever, malgré des valeurs globalement quand même positives associées à la lecture, vous nous avez parlé des souvenirs des lectures de la petite enfance qui restent très, très fortes et très positives, un jeune sur 4 préfère faire autre chose de son temps libre que lire, globalement. Et de plus en plus de jeunes gens, et encore une fois, surtout chez les adolescents, chez les 16-19 ans, déclarent ne pas aimer lire. Un tiers des 16-19 ans, et c'est 10% de plus il y a 2 ans, 10 points de plus, ce qui est évidemment l'un des éléments fondamentaux, parce qu'on peut discuter bien sûr de ce constat général, mais c'est particulièrement intéressant de pouvoir comparer ces résultats aux résultats tout récents. Il y a 2 ans, c'était hier, et de voir les endroits où il y a, en l'occurrence, une baisse forte des éléments. Peut-être, Régina Tchondo, je me tourne à nouveau vers vous pour recueillir à la fois votre réaction d'ensemble sur les résultats de cette étude. Qu'est-ce qui vous a frappé à titre personnel en tant que présidente du Centre national du livre? Et puis, quels éléments vous voyez comme ça se dessiner en termes de l'action publique qui peut être menée, à votre échelle en particulier, des actions que peut mener le Centre national du livre sur ce terrain? Merci beaucoup, oui. Alors, écoutez-moi, ma surprise n'a pas été trop grande parce que je trouvais déjà que les chiffres en 2022 étaient quand même assez alarmants. Là, on est au fond dans une forme de continuité avec un deuxième décrochage qui était beaucoup moins visible en 2022, qui est celui des 16-19 ans. On s'est d'ailleurs interrogé de la relation à la crise sanitaire, mais ça, je pense que ça mériterait peut-être d'y réfléchir en soi. Mais je n'ai pas été trop surprise parce qu'on voit bien que d'une certaine manière, les GAFA, de manière générale, et les réseaux sociaux ont vraiment réussi leur entreprise, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à rendre totalement dépendants enfants, adolescents et adultes aux algorithmes. Donc ça, je pense que là-dessus, on ne fait que le confirmer. C'est important en même temps de savoir à quel point, quand on parle des 16-19 ans, garçons qui sont à 7 minutes par jour contre 7 heures, 7 minutes par jour de lecture, 7 heures d'écran, on voit bien qu'on est dans une situation très inquiétante. Alors, comme je le disais en introduction,
C'est préoccupant pour la filière du livre dans son ensemble parce que même si on voit qu'un jeune sur deux a lu au moins un livre audio et que ces pratiques de lecture aussi sur support numérique se développent, je dirais c'est peut-être les 2 points positifs, c'est-à-dire que le digital permettra probablement de garder un lectorat des jeunes. Mais là où nous sommes, je pense, inquiets, et là j'allais dire au-delà de l'activité économique de la filière du livre, c'est comment se développer, comment développer son esprit critique, comment développer l'altérité, l'imaginaire, évidemment sous un angle, j'allais dire presque plus scolaire, quand même l'enrichissement du vocabulaire, la capacité de s'exprimer, d'exprimer aussi ses désirs, ses chagrins, ses émotions, ses colères. On en a besoin quand on est adolescent. Et on sait que tout passe quand même par la maîtrise de la langue. Donc cette subtilité du langage, sa bonne maîtrise, que ce soit à l'écrit, que ce soit à l'oral, tant pour comprendre que pour s'exprimer. Ça, je pense que c'est une fracture à laquelle il faut qu'on fasse très très attention. Ça dépasse très largement le Centre national du livre, parce que comme je le dis souvent lorsque je suis interrogée, je pense qu'on est là dans une problématique de santé publique. Général. Hein. Voilà, de la même manière qu'il y a, il y a eu une prise de conscience sur les méfaits de la mauvaise alimentation avec les 5 fruits et légumes. En venant encore dans le métro ce matin, j'ai vu une très belle campagne pour les fruits et légumes avec des magnifiques photos. Bon, ben, je crois que là, il y a je pense que cette étude va aider à faire prendre conscience de la réalité des chiffres. Et comme je pense, et surtout le corps médical, qui est bien plus compétent que moi, alerte aussi sur les méfaits des écrans et les bienfaits de la lecture, au point que désormais dans le petit carnet qu'on offre aux mamans lorsqu'elles attendent un enfant, dans le carnet de maternité, il y a un paragraphe entier qui est consacré à la lecture dès la naissance. Oui, au bienfait de la lecture, y compris pour les tout petits. Pour les tout petits. Plus jeunes âge. Tout à fait, même s'ils ne savent pas lire. L'importance de la lecture à voix haute, même si c'est 3 minutes le soir. Oui, d'ailleurs, c'est l'une des choses qui ressortait, les souvenirs positifs associés au livre qu'on lit aux jeunes enfants. Oui, ce que nous disent aussi beaucoup, ce que dit beaucoup le corps médical, ne pas arrêter de lire sous prétexte que l'enfant sait lire à 6-7 ans. Continuer ce partage à voix haute, même avec des beaucoup plus grands. Ils aiment ça, au fond. Ils le disent. Ils le disent. Hein, et pour les grands lecteurs, on sait que c'est ceux qui ont aimé ces petits moments de lecture du soir enfant qui ont réintroduit la lecture dans leur vie, parce qu'au fond, je pense qu'à l'adolescence, on lâche beaucoup de choses. On a besoin de s'éloigner de ses parents et de l'autorité parentale. On est en rupture un peu de l'autorité de l'école. On est attiré par plein de choses dans le monde et pas seulement les livres, ou plus seulement les livres. On devrait d'ailleurs regarder les études qui existaient, mais on le fera dans les années 80, 90, pour voir s'il y a eu des études sur les jeunes à la lecture. Il y a dû y avoir des études sur les jeunes à la lecture au ministère de la Culture, qui a un très bon département de suivi des activités culturelles des Français. On se rendrait compte probablement que c'est une phase un peu de creux, de la même manière que lorsque je travaillais dans d'autres secteurs de la culture et que je m'occupais des conservatoires, on voyait bien que c'était à l'adolescence que les enfants laissaient tomber l'instrument, ne voulaient plus entendre parler de solfège. On pouvait à la limite les attraper avec des groupes collectifs de rock, mais pas le solfège. Et pareil pour la danse. Donc on sait que c'est des moments de toute façon particuliers, mais si on n'a jamais eu l'occasion dans sa vie d'aimer à un moment lire, il est probable qu'on ne réintroduira pas cette activité dans sa vie d'adulte. Et comme on sait tous les bienfaits que crée la lecture, y compris sur le plan de l'esprit critique, je pense que là, on touche à des sujets qui sont des sujets de démocratie, des sujets de... Je trouve que le mot est galvaudé, mais néanmoins, de vivre ensemble, de capacité de se glisser dans la peau d'autrui, d'être dans l'altérité, la générosité. Bref, donc je crois que là, une fois de plus, je vais me répéter, mais je suis un peu obsédée, excusez-moi, je pense qu'on n'est plus dans le seul suivi de la filière économique, on est dans une problématique beaucoup plus large. De santé publique. Hein, donc vous lancez un appel à plus d'action publique en général et de prise sur de le conscience, sujet. Voilà, et du rôle des adultes aussi comme modèle. Ils sont aussi un modèle pour les enfants, et donc les adultes doivent aussi
être dans cette capacité de rompre avec leur consultation permanente. Oui, c'est ça. Hein, c'était l'un des points qui ressortait de votre présentation, Étienne. Hein, c'est que les adolescents, les enfants, ils sont comme nous tous et on est les premiers à passer aussi, en tant qu'adultes, plus de temps sur nos écrans, moins de temps à lire. Pour le coup, les enquêtes le montrent. Je pense qu'aussi le livre est peut-être aussi le dessus de l'iceberg qui cache d'autres choses, je veux dire, parce que on peut dire que bien sûr il y a un impact de la consommation des écrans, bien sûr que les parents ont une part de responsabilité puisqu'ils sont happés par les écrans comme leurs enfants. Mais il y a aussi quelque chose qui s'est joué pendant le Covid aussi, qu'on n'est pas aujourd'hui forcément en capacité de mesurer. Ce qu'on est en capacité de mesurer, nos études le montrent, auprès notamment d'une étude qu'on a faite récemment auprès des 11-17 ans, c'est qu'il y a des véritables problèmes de santé mentale auprès de ces enfants. Des niveaux d'angoisse qui sont extrêmement forts, des niveaux aussi de dépression qui sont extrêmement forts. Et donc, tous ces problèmes de l'attention, moi je ne sais pas qui a fait quoi, si vous voulez, mais ces problèmes-là, forcément, ont aussi un impact sur la lecture. On est face à des jeunes qui vont mal. Alors, à quel point les choses vont se cristalliser dans le temps, je ne sais pas, mais en tout cas, les enquêtes qu'on réalise aujourd'hui montrent que cette tranche-là ne va pas très très bien pour beaucoup d'entre eux. Pas tous là encore, mais on a aujourd'hui des niveaux des troubles de l'anxiété, des suspicions de troubles d'anxiété généralisés qui sont extrêmement forts sur ces tranches d'âge-là. Et c'est à prendre en compte aussi quelque part dans la problématique lecture. Et ça m'intéresse que vous parliez de santé publique quand vous parlez de lecture, parce que je pense que tout est lié là-dessus. Mm-hmm. Oui, il y a un point aussi, il me semble, qui était très intéressant dans votre présentation, c'était ce qui concernait la question de la concentration. Hein. Vous parlez du problème de l'attention, parce qu'on peut dire, on voit bien ce décrochage chez les 16-19 ans, on peut dire, comme vous le disiez Régine, qu'après tout, très certainement, dans les années 80 ou 90, à partir de 15-16 ans, on lit un peu moins, point d'interrogation, j'ai absolument aucun chiffre, mais on peut l'imaginer. Mais il y a quelque chose qui ressortait de manière très forte de ce que vous nous présentiez, Étienne, c'était la difficulté pour un jeune aujourd'hui, notamment pour les grands adolescents, de lire sans faire autre chose. Je ne me souviens plus les chiffres, mais en gros, une écrasante majorité, en même temps qu'ils lisent. 48% aujourd'hui, et ça explose chez les 16-19 ans, mais en moyenne, on a 48% des jeunes qui, enfin un jeune sur deux, donc, qui hybrident son temps de lecture avec des écrans. Et ça explose après avec l'âge, et c'est en progression de 5 points par rapport à 2022 là encore. Donc moi ce qui me préoccupe là-dedans, c'est pas tant les phénomènes qu'on mesure qu'il y ait des différences sur les 16-19 ans, c'est l'aggravation je trouve de la situation. Tout à fait. Et du temps passé sur les écrans, et ça c'est quelque chose dans les années 80-90, on retrouvera des études évidemment, et on le fera parce que c'est tout à fait passionnant aussi d'avoir vraiment le temps très long déjà là. On est heureux de pouvoir être dans un temps quand même assez 2016-2022. Une fois de plus, en 2024, on recommencera dans 2 ans. Donc, c'est déjà très intéressant. Dans les années 80-90, on peut imaginer peut-être un décrochage de la lecture, mais certainement pas une addiction à ce qui quand même réduit terriblement, enfin je trouve, pour une bonne part, que l'addiction aux écrans réduit beaucoup la question de l'imagination, du libre arbitre, de la construction personnelle et équilibrée d'un être. Voilà. Donc, et on le sait, on voit bien, on lit la presse tous les jours, on voit bien les ravages que créent les écrans. Alors bien sûr, par ailleurs, ils donnent accès à un nombre de connaissances absolument extraordinaires. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne va pas épouser la modernité, mais il y a une double peine, je pense qu'il y a une double peine, c'est-à-dire que ceux qui peuvent utiliser intelligemment leur portable sont précisément ceux qui ont développé ce que j'appelle cette colonne vertébrale, cet esprit critique, et qui savent très bien où aller chercher l'information d'une part, et qui savent très bien où se situent les mauvaises informations. Voilà. Et donc la double peine, quand on n'a pas cette structure-là, c'est d'être non seulement totalement dévoré en termes de temps, mais aussi en termes de contenu, sans aucun esprit critique à ce qu'on voit sur un écran. Ouais, ne pas être entièrement soumis à l'outil. On va ouvrir la discussion aux questions que nous ont adressées, que vous nous avez adressées, toutes celles et tous ceux qui nous écoutaient. Juste, je commence par une question personnelle et puis ensuite on donne la parole aux autres. Moi, il y a une dimension qui m'a aussi frappée, c'est la question du genre, la dimension genrée de cette étude de façon générale, que ce soit dans les chiffres des mères qui sont premières prescriptrices et très peu les pères.
littéraire, ou que ce soit la manière très différente dont la lecture évolue chez les jeunes filles et chez les jeunes garçons. Est-ce qu'on a puisque la lecture régresse moins, disons, dans le temps loisir consacré chez les filles que chez les garçons, en gros, pour le dire vite, est-ce qu'on a des pistes d'explication? Comment comprendre ça? Ça m'a beaucoup surpris. Alors, moi, je ne suis pas, pour le coup, sociologue spécialiste de la lecture. Il y a des gens qui font des travaux extrêmement intéressants sur le sujet. Je remarque juste une chose, c'est que les femmes lisent plus, les mères lisent plus que les pères. C'est ce que nous disent les enfants. J'aime beaucoup ce regard des enfants, d'ailleurs, sur ce sujet-là. C'est elles, en effet, comme vous le disiez, qui conseillent plus aussi leurs enfants sur les livres. Donc je pense qu'aussi il y a une transmission qui se fait qui est entre guillemets plus féminine vers les filles et qui font qu'on a des genres littéraires qui restent très genrés. Moi je dis pas que ça me surprend, mais je me dis à l'heure actuelle voir encore des choses comme ça aussi genrées sur les livres. Même si, quelque part, il ne faut pas non plus lui accorder trop d'importance. C'est, par exemple, on va voir en effet d'un côté roman d'amour, roman d'aventure. Derrière, le manga et la bande dessinée, on les trouve à des niveaux aussi extrêmement forts chez les filles comme chez les garçons. De même qu'à 16-19 ans, même si les filles lisent plus de romans, mais le manga, même chez les garçons, va être un petit peu éclipsé par le roman, parce qu'il y a aussi des âges. Le manga est peut-être aussi plus ados, et peut-être qu'ils vont vers des littératures qui sont un petit peu plus adultes. J'ai pas pour le coup toutes les clés d'explication, mais qui font que le roman aussi fait de la résistance. Et puis moi, j'apprécie le fait qu'il y ait des phénomènes comme ça, à la fois de mode, c'est-à-dire que voir que la littérature de science-fiction reste aussi forte dès l'âge de 13 ans et soit aussi forte chez les plus de 16 ans aussi, c'est une bonne nouvelle, et c'est des littératures de genre. Puis voir même des choses comme la dark romance, alors on en pense ce qu'on en veut, ça reste un livre avec des mots, des histoires, des choses un petit peu complexes. On peut critiquer, on peut dire on espérerait qu'ils lisent plus du Flaubert ou du Zola. Ok, une fois qu'on a dit ça, on va pas beaucoup plus loin, et je trouve que moi, à partir du moment où ils lisent, c'est bien, voilà. Oui, et puis c'est mon avis personnel. Il y a une grande variété aussi, tout simplement, dans la lecture des jeunes gens. Là-dessus, Régine, vous voulez dire un mot sur la question? Je souscris totalement à ce que vient de dire Étienne. Du moment que c'est un livre, j'allais dire surtout avant de s'endormir, parce qu'on parle pas aussi assez certainement, mais une fois de plus, les médecins sont mieux placés pour le faire, de la question des écrans dans les chambres d'enfants. L'écran avant de s'endormir qui crée une excitation, qui trouble le sommeil. Donc, s'ils ont du plaisir à lire des mangas, du plaisir à lire une dark romance et qu'ils s'endorment avec, je dirais tant mieux. Ce que j'espère, c'est que passé le manga et la dark romance, ils auront envie d'aller vers d'autres formes de littérature, sans parler forcément de Flaubert ou Stendhal, mais tout simplement d'autres formes de littérature. On va prendre une première question pour vous, Étienne. Les 16-19 ans sont ceux qui lisent le moins et ceux dont le temps d'écran est le plus important. Voyez-vous un lien entre les deux? Que sait-on de l'impact des écrans sur la santé de cette tranche d'âge? Vous l'évoquiez. Alors, le lien, il me semble moins évident. Après, voilà, mais il est très très fort, surtout que, en fait, ceux qui nous déclarent le moins de temps de lecture, en l'occurrence les 16-19 ans, sont ceux qui ont des temps explosifs d'écran. Donc, il y a un lien, et puis qui est tout simplement un rapport au temps. Tout ce temps que vous passez devant les écrans, vous ne pouvez pas le passer par définition devant la lecture. Surtout qu'on l'a vu, il y a une hybridation, et surtout chez les 16-19 ans, puisque c'est cela dont on parle dans la question qui nous est posée. Le temps d'hybridation, il est très très fort chez eux, puisque si mes souvenirs sont bons, c'est 68% des 16-19 ans qui hybrident leur temps. Donc, c'est là où je disais qu'on est probablement sous une sous-évaluation du temps d'écran, parce que je pense que les 16-19 ans, pour beaucoup, ne comptent pas le temps d'hybridation pendant la lecture, alors que c'est du temps d'écran qu'ils font aussi en plus. Donc, ces 7 minutes qu'ils accordent par jour à la lecture, c'est un temps qui est d'ores et déjà cannibalisé en partie par les écrans. Donc, le lien est fort. Après, le lien entre la consommation d'écran et la santé mentale des jeunes, alors, on voit... Je ne pourrais pas dire que l'un est la cause de l'autre. Pour le coup, je ne suis pas médecin. En revanche, ce qu'on voit dans les études, c'est qu'il y a une corrélation entre les deux. C'est-à-dire, ceux qui vont le plus mal ont aujourd'hui des temps d'écran qui sont les plus importants. Il n'y a pas que ça qui s'est joué. Il y a beaucoup de choses, je pense, qui jouent. En tout cas, il y a une corrélation qui est indéniable.
Une autre question qui vous est adressée à vous, Régine Atchando. L'exemplarité va sans doute bien au-delà du cercle familial. Voir ses parents, son entourage, mais aussi les gens qu'on croise au quotidien, donc la société en général. Lire, prendre plaisir à lire, prêter son attention au livre, accorder du temps au livre. N'est-ce pas cela qui est aussi décisif ? Oui, bien sûr. La question de la prise de conscience massive de tous les citoyens est décisive dans le rapport au livre. Après, vous parliez tout à l'heure des actions qu'on pouvait mener. Alors nous, on a déjà expérimenté beaucoup d'actions au Centre national du livre. La rencontre avec les auteurs pour le public jeune est une chose dont on voit que ça peut complètement changer leur rapport à la littérature. Pour beaucoup, de se rendre compte qu'un auteur est vivant, et bien vivant, qui peut être aussi jeune et partager les mêmes problématiques. Il y a un être de chair et d'os derrière l'objet livre. Donc la rencontre avec les auteurs, la question des ateliers, c'est-à-dire là une rencontre d'auteurs plus longue, qui n'est pas juste une masterclass de 2 heures, mais un temps d'atelier qui peut être sur 5-6 demi-journées d'ateliers, d'écriture, sur la construction de l'écriture de petites nouvelles. Je pense que les jeunes aiment aussi, finalement, on s'en rend compte beaucoup, parce qu'on parle beaucoup avec les auteurs, dont on finance beaucoup de résidences d'auteurs. Hein. On est sur 1800 masterclass au Centre national du livre et plus de 400 résidences d'auteurs par an. Et on souhaite bien évidemment faire grossir ces chiffres. Les auteurs nous disent aussi combien ils ont besoin de parler d'eux, de leur intimité. Et ils se sentent certainement beaucoup plus à l'aise dans une classe quand il y a un auteur pour pouvoir se livrer qu'avec leur enseignant, avec lequel ils ont un rapport évidemment d'autorité et d'évaluation. Donc ça, je pense que sortir aussi le livre de l'évaluation par le biais de résidences d'auteurs, de rencontres d'auteurs avec les festivals de littérature, les séances de dédicaces, les rencontres d'auteurs, tout ça participe du fait de donner, je pense, aux enfants le goût de lire et la curiosité. On se rend compte, par exemple, que pour certains festivals qui consacrent beaucoup de temps à ce qu'on appelle l'éducation artistique et culturelle avec les jeunes, là, pas plus tard que hier, j'étais à Bastia, au festival de bande dessinée de Bastia, qui est absolument formidable, qui a un travail tout au long de l'année de construction d'un ouvrage avec des classes de 6e. Et bon, c'était extraordinaire. Et je regardais ces enfants, je discutais avec eux parce qu'on est allé à la remise de leur ouvrage, un véritable livre broché, magnifique et tout. Je leur disais, mais alors, est-ce que ça vous a plu? Bon, alors ils étaient heureux, très heureux d'avoir un livre à rapporter chez eux aussi, pouvoir montrer leur fierté aux parents. Et pour eux, je suis repartie de cette séance en me disant, eh bien, pour eux, je pense que le rapport au livre ne sera plus jamais le même. Je ne dis pas qu'on va en faire des grands lecteurs. C'est évident que je voyais dans leurs yeux les étoiles. Donc je pense beaucoup à tout ce qu'on peut mettre en œuvre. Les festivals qu'on organise, comme Partir en livre, les nuits de la lecture, le quart d'heure de lecture nationale, pour qu'il y ait cette... qu'on casse, qu'on brise le mur de glace entre le livre, la lecture et le jeune. Ça, j'y crois beaucoup. Maintenant, il faudrait de partout. Est-ce que le partenariat dans ce type d'action avec l'éducation nationale n'est pas aussi fondamental? Parce qu'on parlait de la manière... Enfin, vous présentiez le constat qui n'est pas très étonnant, qui est que, bien sûr, les enfants qui sont dans des enfants de catégories socio-professionnelles plus aisées ont un accès aux livres privilégié pour casser la discrimination sociale dans le rapport à la lecture. Est-ce que l'école reste pas, et hors de l'obligation, hein, je pense qu'on peut à l'école avoir un rapport lecture-plaisir. Bien sûr. Là, de ce point de vue-là, il y a des partenariats. Nous, c'est notre premier partenaire. Hein. Et d'ailleurs, le quart d'heure de lecture qu'on a organisé, le quart d'heure de lecture nationale, on l'a organisé avec l'éducation nationale sur une idée qui est la leur, de créer un quart d'heure de lecture dans les classes. Et un quart d'heure tous les jours, hein, voilà, pour lire un livre, pour le plaisir, pour se détendre. Et dont les enseignants disent qu'au bout de 2-3 mois, ça modifie complètement la relation à la lecture et à l'écriture.
lecture aussi des enfants. Et l'Éducation nationale, c'est notre premier partenaire pour les masterclass, pour évidemment les résidences d'auteurs, bientôt pour certains modules de centres de loisirs dont ils ont la charge, dans le cadre desquels on va aussi créer des ateliers. Donc oui, c'est le premier partenaire. Oui, et puis l'éducation nationale, quand on regarde ce qui se passe sur la lecture à l'école, elle fait plutôt bien son boulot. Oui, jusqu'à absolument. 16 ans. Elle tient bien le truc. On rêve à des niveaux de lecture de 94% qui sont stables. Et puis il y a une chute à 16 ans. Et là, je suis pas sûr que ce soit forcément les profs qui soient incrimés. Ils font avec ce qu'ils peuvent, avec des gamins qui passent à des temps d'écran, à mon avis, terribles. Mais cette chute-là, on va dire, les profs ne changent pas tout d'un coup, si vous voulez. Non. Ça se tient jusqu'à... à Et fait. puis il y a un moment donné où, quelque part, ils perdent la bataille à un certain niveau. Ils perdent la bataille en partie, parce qu'il faut quand même regarder qu'il y a quand même une majorité de ces jeunes qui continuent à lire quand même pour l'école. Il y a une chute drastique, mais arrêtons de dire qu'aussi ils ne lisent plus quand ils ont 16-19 ans. Là, on Et a heureusement souligné qu'il y a des l'école chutes. pour les faire lire Exactement. malgré tout à cet Exactement. âge-là. Tout à fait. Une question pour vous, Étienne. Savons-nous ce qu'ils lisent sur les smartphones? Est-ce que cette augmentation est une illustration du succès du webtoon? On voit notamment plus de lecteurs Alors, de Alors, livres numériques on chez les a- lecteurs de manga, vous dites. oui, on avait testé pour le coup dans la lecture numérique, on avait mis entre parenthèses webtoons, manga, choses comme ça. Ce qu'on voit dans tous les cas, c'est que les lecteurs de manga sont plus utilisateurs de tout ce qui est lecture digitale et notamment smartphone. Donc voilà, il y a un lien. Ce ne sont pas les seuls, mais ils sont quand même surreprésentés aujourd'hui dans la population des jeunes qui utilisent les livres digitaux. Est-ce que les versions numériques des mangas sont moins chères que les versions papier? Tout simplement, c'est une question que je me suis posée. Alors, je pense pas qu'on la a réponse. aussi une petite partie qui les pirate, comme toujours, qui vont sur des sites pour les avoir. Mais ça, je ne saurais pas dire pour ce qui est du prix des mangas peut-être, online. une piste. Par rapport au papier, je ne pourrais pas le dire. Une autre question pour vous, Régine. Est-ce que le pass culture a permis à des jeunes qui ne lisaient plus de revenir vers le livre? Alors écoutez, en tous les cas, ce qui est certain, c'est que beaucoup de libraires, puisqu'on soutient énormément les libraires, et notamment les librairies indépendantes, beaucoup de libraires nous disent qu'ils ont vu, qu'ils voient régulièrement arriver des jeunes dans leur librairie qu'ils n'avaient jamais vus. Et d'ailleurs, ils discutent avec ces jeunes qui disent « je suis jamais venu ». Je savais pas que je pouvais. Certains disent je savais pas que je pouvais rentrer. Donc le pass culture a de toute évidence facilité en tous les cas et a beaucoup facilité et contribué à l'acquisition d'ouvrages, hein, puisque l'achat de livres avec la part individuelle est le premier achat des jeunes aujourd'hui sur le pass culture. Et d'ailleurs, dans l'offre collective, en revanche, vous savez qu'il y a une part collective dans le pass culture qui dépend de l'Éducation nationale. Les masterclass d'auteurs sont la première offre de la part collective du pass culture. Donc pour nous, le pass culture, pour le livre en général, il a été un très très bon outil. Je pense qu'il a donné envie à des jeunes d'acheter des livres, de rentrer dans des librairies. Et les libraires estiment que si la part de manga a baissé dans les livres achetés grâce au pass culture, ils pensent que c'est parce que certains viennent vers eux en leur disant « Mais non, et qu'est-ce que vous me conseillez ?» D'autres. Voilà. Et donc ça va être un travail au long cours, mais je pense que c'est très vertueux. On va prendre une dernière question parce qu'on arrive déjà au terme de cette discussion. C'est une question pour vous, Étienne. Que pensez-vous du fait que la moitié des jeunes ne sont pas 100% concentrés sur ce qu'ils lisent, hein, c'est ce qu'on disait, mais font autre chose en même temps? Est-ce que c'est inquiétant? Je pense que c'est Régine qui répondrait mieux que moi à cette question. Moi, je pense que c'est forcément extrêmement préoccupant, parce que d'ailleurs, on le voit bien à la fin, quand on leur dit « Pourquoi vous lisez pas plus ?» Ils disent « Parce que j'ai des difficultés à me concentrer. » Donc, c'est forcément un frein énorme à la lecture, puisque quelque part, ce temps de lecture, il est extrêmement déprécié, et puis il devient même un moment, j'ai envie de dire, encore plus dur à vivre, parce que vous faites des choses en même temps, et que quelque part, les pages que vous devez lire ou que vous souhaitiez lire, elles vont vous prendre plus de temps à passer. Donc moi, je pense que c'est une mauvaise nouvelle, mais je pense que Régine a peut-être plus d'éléments que moi sur ce sujet-là, mais c'est forcément... ça a forcément un impact sur la lecture. Et encore une fois, c'est un millefeuille qui s'ajoute, hein, c'est-à-dire qu'ils lisent moins longtemps, et le temps qu'ils consacrent à la lecture, il est déprécié, il est hybridé par les écrans. Donc c'est un millefeuille entre guillemets de mauvaises nouvelles cette année quand même. Oui. Régine, vous allez dans le même sens, j'imagine. Dans le même sens, effectivement.
comment se laisser emporter par une histoire, par un récit, par des personnages. Je parle là du roman pour la fiction, mais comment si on s'arrête toutes les 2 minutes? Oui, c'est une vraie question. Mais et c'est valable pour nous. Exactement, ce que j'allais dire, qui nous concerne tous à l'échelle de la société dans son ensemble. Bien sûr, quand je suis obligée de relire les 10 pages d'un ouvrage, parce que je ne me souviens pas, mais c'est parce que j'ai fait autre chose en même temps. Enfin, c'est une évidence, je dirais. Juste pour finir, je vais finir par une note positive, encore une fois. N'oublions pas que pour ceux qui lisent, quand on leur demande c'est quoi lire pour toi, c'est du plaisir. Pour ceux qui lisent, c'est du plaisir, c'est de la détente, c'est de l'évasion, c'est de l'apprentissage. Ils ont entre 7 et 19 ans, c'est eux qui nous le disent. Hein. Et ça reste quand même une raison d'espérer aussi, parce que le livre et la littérature, c'est ça aussi. Tout à fait. Non, mais peut-être qu'on met un tout petit peu trop l'accent aujourd'hui sur les aspects vraiment qui nous inquiètent. Parce qu'on a vu cette érosion, enfin, notamment sur les 16-19 ans, dont on sait à quel point c'est un âge important dans la construction d'un individu. Ils le sont tous, mais quand même 16-19 l'est, beaucoup aussi. Et donc peut-être qu'on a beaucoup insisté sur ça. Je pense qu'on a raison, parce que c'est quand même un problème sur lequel il est urgent d'agir. Mais effectivement, dans tout cela, heureusement, il y a quelques petits rayons de soleil. Oui, et puis c'est pour cette raison-là, pour le plaisir, que c'est important aussi de se battre pour que la lecture reste pour toujours et auprès du plus grand nombre une source de joie et de plaisir. Un grand merci à tous les deux, Étienne Mercier, Régina Tchando, d'avoir été avec nous. Je vais juste conclure en rappelant que les résultats détaillés de cette étude, si vous voulez aller voir de très près tous ces résultats qui sont passionnants, sont à retrouver sur le site internet du Centre national du livre, www.centrenationaldulivre.fr. Et puis on va se quitter avec un rappel des grandes données à retenir de cette étude en vidéo. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.